sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Les nuits parisiennes 18e, 21e siècle, c'est le titre du bel ouvrage d'Antoine Debec, publié aux éditions du Seuil. L'auteur est invité aujourd'hui, elle est l'invitée de Franck Ferrand cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Carole, bonjour à tous. Voilà une idée magnifique, réunir dans un beau livre les tableaux, les gravures, les photos des fêtes, des soirées, des ombres aussi, de la vie parisienne depuis 2 siècles et demi. Je suis ravi qu'Antoine Debec ait accepté de venir nous en parler et pour commencer, je vous propose d'aller visiter Paris la nuit avec pour guide un certain Marcel Proust. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Sébastien sur l'origine de la petite souris. Eh bien justement, nous allons nous faire petite souris pour pénétrer dans les bals, dans les cabarets et les caveaux du Paris nocturne. Au cœur de l'histoire, au cœur de l'été, 7 jours sur 7 sur Europe 1. Franck Ferrand. Centaines, les milliers de pages de la recherche du temps perdu renferment comme un immense herbier, un herbier sans limite, une gamme infinie d'observations, d'instantanés, d'impressions et de sensations desséchées savamment et montées, exposées, décortiquées sous tous les angles. Les saisons, les mois du zodiaque, les jours et les nuits s'y trouvent comme figés et immortalisés à Combray, à Balbec, à Doncières, à la Raspelière, mais aussi à Venise et naturellement à Paris. Paris, vaste décor de cette étrange et immobile saga. Sachant cela, lorsqu'il s'est agi pour moi d'évoquer les nuits parisiennes de la Belle Époque, je me suis dit que nulle part je n'en trouverais de plus parfait écho que sous la plume de Monsieur Proust. Je n'ai pas cherché à faire un relevé exhaustif de tous les épisodes, de toutes les pages où le narrateur nous donne à voir et ressentir la capitale comme toile de fond nocturne. Simplement, je me suis amusé à grappiller, à picorer ici et là, au hasard des 10 volumes de la recherche, quelques moments arrachés à la nuit parisienne. Le premier, chronologiquement, qui me soit venu à l'esprit, n'évoque pas le tournant du siècle, mais nous fait remonter quelque temps en arrière, dans la décennie 1880, puisqu'il est tiré de cette sorte de roman dans le roman qu'est au milieu du premier tome, Un amour de Swann. On y suit le mondain sensible, Swann, dévoré de passion pour la chère Odette de Crécy, écumer les boulevards désertés, à la lueur vacillante des becs de gaz, pour tenter d'y croiser, d'y rejoindre, d'y surprendre ou simplement d'y retrouver celle qu'il aime. Elle n'était pas chez Prévost, écrit Marcel Proust. Il voulut chercher dans tous les restaurants des boulevards. Pour gagner du temps, pendant qu'il visitait les uns, il envoya dans les autres son cocher Rémy, qu'il alla attendre ensuite, n'ayant rien trouvé lui-même à l'endroit qu'il lui avait désigné. Alors, suit tout un développement très proustien sur les scénarios que Swann se forge. Sera-t-elle là, ne sera-t-elle pas là, et si elle est là, comment réagirais-je, et si elle n'est pas là, etc. Mais le cocher revint lui dire qu'il ne l'avait trouvé nulle part, et ajouta son avis en vieux serviteur. « Je crois que monsieur n'a plus qu'à rentrer. » Mais l'indifférence que Swann jouait facilement, quand Rémy ne pouvait plus rien changer à la réponse qu'il apportait, tomba quand il le vit essayer de le faire renoncer à son espoir et à sa recherche. « Mais pas du tout, s'écria-t-il. Il faut que nous trouvions cette dame, c'est de la plus haute importance. Elle serait extrêmement ennuyée pour une affaire et froissée si elle ne m'avait pas vu. » « Je ne vois pas comment cette dame pourrait être froissée, répondit Rémy, puisque c'est elle qui est partie sans attendre monsieur, qu'elle a dit qu'elle allait chez Prévost et qu'elle n'y était pas. » D'ailleurs, on commençait à éteindre partout. Sous les arbres des boulevards, dans une obscurité mystérieuse, les passants plus rares erraient, à peine reconnaissables. Parfois, l'ombre d'une femme qui s'approchait de lui murmurant un mot à l'oreille, lui demandant de la ramener, fit tressaillir Swann. Il frôlait anxieusement tous ces corps obscurs, comme si parmi les fantômes des morts, dans le royaume sombre, il eût cherché Eurydice. Swann se fit conduire dans les derniers restaurants.
C'est la seule hypothèse du bonheur qu'il avait envisagée avec calme. Il ne cachait plus maintenant son agitation, le prix qu'il attachait à cette rencontre, et il promit en cas de succès une récompense à son cocher, comme si, en lui inspirant le désir de réussir, qui viendrait s'ajouter à celui qu'il en avait lui-même, il pouvait faire qu'Odette, au cas où elle fût déjà rentrée se coucher, se trouvât pourtant dans un restaurant du boulevard. Il poussa jusqu'à la Maison Dorée, entra 2 fois chez Tortoni et, sans l'avoir vu davantage, venait de ressortir du café anglais, marchant à grands pas, l'air hagard pour rejoindre sa voiture qui l'attendait au coin du boulevard des Italiens, quand il heurta une personne qui venait en sens contraire. C'était Odette. Elle lui expliqua plus tard que, n'ayant pas trouvé de place chez Prévost, elle était allée souper à la Maison Dorée dans un enfoncement où il ne l'avait pas découverte, et elle regagnait sa voiture. Elle tenait à la main un bouquet de cattleya. Alors, vous savez, cette scène, une des plus connues de l'œuvre de Proust, où Swann, monté dans la voiture d'Odette, tandis que la sienne suit à distance respectable, essaie d'arranger les cattleyas sur le corsage de celle qu'il adore et se sert de ces rapprochements indus pour surmonter sa timidité jusqu'à la possession, dont l'auteur précise qu'elle n'est qu'une illusion, car on ne possède personne, dit-il. L'arrangement plus ou moins malhabile des cattleyas deviendra un rite entre les 2 amants, et plus tard, pour parler de faire l'amour, ils diront faire cattleya. Ce qui m'intéresse surtout ici, c'est ce Paris vide et pâle, théâtralement nocturne comme un décor d'opéra romantique, et qui devait inspirer par la suite tant d'auteurs, tant de dramaturges et de scénaristes. La sonate au clair de lune de Debussy sur Europe 1. Cet après-midi, dans Au cœur de l'histoire, nous parlons de Paris la nuit et de ses célèbres noctambules. Une soirée parisienne chez Proust, cela peut être un souper chez le duc et la duchesse de Guermantes. Il en décrit un d'ailleurs pendant des dizaines de pages dans le 2e tome des Jeunes filles en fleurs. Cela peut être aussi un grand gala à l'opéra, comme celui auquel se rend le narrateur un jour où il bénéficie d'une place obtenue par son père. Il s'agit d'un gala dont l'étoile est la grande comédienne du temps, transposition évidente de Sarah Bernhardt, la divine Berma. Voici, au 1er tome du côté de Guermantes, l'évocation que donne Marcel Proust de cette salle tout enveloppée de loges où se pressent les grandes dames de son temps, ces grandes dames si mystérieuses à ses yeux qu'il compare à des sortes de créatures marines évanescentes. Je cite Marcel Proust. Dans les autres baignoires, presque partout, les blanches déités qui habitaient ces sombres séjours s'étaient réfugiés contre les parois obscures et restaient invisibles. Cependant, au fur et à mesure que le spectacle s'avançait, leurs formes vaguement humaines se détachaient mollement l'une après l'autre des profondeurs de la nuit qu'elles tapissaient, et s'élevant vers le jour, laissaient émerger leurs corps demi-nus et venaient s'arrêter à la limite verticale et à la surface clair-obscure où leurs brillants visages apparaissaient derrière le déferlement rieur écumeux et léger de leurs éventails de plumes, sous leur chevelure de pourpre emmêlée de perles que semblait avoir courbé l'ondulation du flux. Après commençaient les fauteuils d'orchestre,
Le séjour des mortels à jamais séparés du sombre et transparent royaume auquel çà et là servaient de frontière, dans leur surface liquide et plane, les yeux limpides et réfléchissants des déesses des eaux. Car les strapontins du rivage, les formes des monstres de l'orchestre, se peignaient dans ses yeux suivant les seules lois de l'optique et selon leur angle d'incidence pour ces deux parties de la réalité extérieure auxquelles, sachant qu'elles ne possèdent pas, si rudimentaire soit-elle, d'âme analogue à la nôtre, nous nous jugerions insensés d'adresser un sourire ou un regard, les minéraux et les personnes avec qui nous ne sommes pas en relation. En deçà, au contraire de la limite de leur domaine, les radieuses filles de la mer se retournaient à tout moment en souriant vers les tritons barbus pendus aux anfractuosités de l'abîme ou vers quelques demi-dieux aquatiques ayant pour crâne un galet poli sur lequel le flot avait ramené une algue lisse et pour regard un disque en cristal de roche. Elle se penchait vers eux, elle leur offrait des bonbons. Parfois, le flot s'entr'ouvrait devant une nouvelle Néréide qui, tardive, souriante et confuse, venait de s'épanouir du fond de l'ombre. Puis, l'acte fini, n'espérant plus entendre les rumeurs mélodieuses de la terre qui les avaient attirées à la surface, plongeant toutes à la fois, les diverses sœurs disparaissaient dans la nuit. Mais de toutes ces retraites, au seuil desquelles le souci léger d'apercevoir les œuvres des hommes amenait les déesses curieuses qui ne se laissent pas approcher, la plus célèbre était le bloc de demi-obscurité connu sous le nom de baignoire de la princesse de Guermantes. Eh bien, cette mystérieuse, cette divine princesse de Guermantes, le narrateur aura l'occasion de la voir sous la lumière crue de ses lustres, bien plus loin dans le flot des pages, au premier tome de Sodome et Gomorrhe. C'est un moment passionnant, car il nous transporte au cœur même de la mondanité capitale, au centre de ce que l'on devait considérer pendant un bon siècle comme la quintessence de la nuit parisienne. Après le dîner, nous dit Proust, et quelle que fût l'importance du raout qui devait suivre, les sièges chez la princesse de Guermantes se trouvaient disposés de telle façon qu'on formait de petits groupes qui, au besoin, se tournaient le dos. La princesse marquait alors son sens social en allant s'asseoir comme par préférence dans l'un d'eux. Elle ne craignait pas du reste d'élire et d'attirer le membre d'un autre groupe. Si, par exemple, elle avait fait remarquer à Monsieur de Taille, lequel avait naturellement acquiescé, combien Madame de Villemur, que sa place dans un autre groupe faisait voir de dos, possédait un joli coup, la princesse n'hésitait pas à élever la voix. « Madame de Villemur, Monsieur de Taille, en grand peintre qu'il est en train d'admirer votre coup. » Madame de Villemur sentait là une invite indirecte à la conversation. Avec l'adresse que donne l'habitude du cheval, elle faisait lentement pivoter sa chaise selon un arc de 3/4 de cercle et sans déranger en rien ses voisins, faisait face presque à la princesse. « Vous ne connaissez pas Monsieur de Taille ?» demandait la maîtresse de maison, à qui l'habile et pudique conversion de son invité ne suffisait pas. « Je ne le connais pas, mais je connais ses œuvres, répondait Madame de Villemur d'un air respectueux, engageant et avec un à-propos que beaucoup enviaient, tout en adressant au célèbre peintre que l'interpellation n'avait pas suffi à lui présenter, d'une manière formelle, un imperceptible salut. « Venez, Monsieur de Taille, disait la princesse, je vais vous présenter à Madame de Villemur. » Celle-ci mettait alors autant d'ingéniosité à faire une place à l'auteur du rêve que tout à l'heure à se tourner vers lui, et la princesse s'avançait une chaise pour elle-même. Elle n'avait en effet interpellé Madame de Villemur que pour avoir un prétexte de quitter le premier groupe où elle avait passé les 10 minutes de règle et d'accorder une durée égale de présence au second. En 3/4 d'heure, tous les groupes avaient reçu sa visite, laquelle semblait n'avoir été guidée chaque fois que par l'improviste et les prédilections, mais avait surtout pour but de mettre en relief avec quel naturel une grande dame sait recevoir. Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Les cabarets, les caveaux et les dîners. Cet après-midi, Franck Ferrand, nous écumons les nuits parisiennes. Plus on avance dans l'œuvre, plus on pénètre la recherche et plus se déchire le voile de cette mondanité pour donner à deviner le fond des abîmes et quelque chose de plus vrai sans doute.
Je n'avais dès lors, dans le dernier volume de la recherche, intitulé « Le temps retrouvé », que l'embarras du choix pour saisir tel ou tel aspect différent de la nuit parisienne. « J'étais presque au pont des Invalides, dit le narrateur. Les lumières, assez peu nombreuses à cause des bombardements, étaient allumées un peu trop tôt car le changement d'heure avait été fait un peu trop tôt quand la nuit venait encore assez vite, mais stabilisée pour toute la belle saison, comme les calorifères sont allumés et éteints à partir d'une certaine date, et au-dessus de la ville nocturnement éclairée dans toute une partie du ciel ignorant de l'heure d'été et de l'heure d'hiver et qui ne daignait pas savoir que 8h30 était devenu 9h30, dans toute une partie du ciel bleuâtre, il continuait à faire un peu jour. Dans toute la partie de la ville que dominent les tours du Trocadéro, le ciel avait l'air d'une immense mer nuance de turquoise qui se retire, laissant déjà émerger toute une ligne légère de rochers noirs, peut-être même de simples filets de pêcheurs alignés les uns après les autres et qui étaient de petits nuages. Mer en ce moment couleur turquoise et qui emporte avec elle, sans qu'ils s'en aperçoivent, les hommes entraînés dans l'immense révolution de la terre sur laquelle ils sont assez fous pour continuer leurs révolutions à eux et leurs vaines guerres, comme celle qui ensanglantait en ce moment la France. Et oui, on est en 1915 au moment de cette affaire, peut-être même en 1916. Je revins sur mes pas, dit le narrateur, mais une fois quitté le pont des Invalides, il ne faisait plus jour dans le ciel, et il n'y avait même guère de lumière dans la ville, et butant çà et là contre des poubelles, prenant un chemin pour un autre, je me trouvais, sans m'en douter, en suivant machinalement un dédale de rues obscures, arrivé sur les boulevards. Là, l'impression d'Orient que je venais d'avoir se renouvela, et d'autre part, à l'évocation du Paris du Directoire succéda celle du Paris de 1815, comme en 1815, c'était le défilé le plus disparate des uniformes des troupes alliées, et parmi elles des Africains en jupe-culotte rouge, des Hindous en turbanés de blanc, suffisait pour que de ce Paris où je me promenais, je fisse toute une imaginaire cité exotique, dans un Orient à la fois minutieusement exact en ce qui concernait les costumes et la couleur des visages, arbitrairement chimérique en ce qui concernait le décor, comme de la ville où il vivait, Carpaccio fit une Jérusalem ou une Constantinople, en y assemblant une foule dont la merveilleuse bigarrure n'était pas plus colorée que celle-ci. Marchant derrière deux zouaves, qui ne semblaient guère se préoccuper de lui, j'aperçus un homme grand et gros, en feutre mou, en longue houppelande et sur la figure mauve duquel j'hésitais si je devais mettre le nom d'un acteur ou d'un peintre également connu pour d'innombrables scandales sodomistes. J'étais certain, en tout cas, que je ne connaissais pas le promeneur. Aussi fus-je bien surpris, quand ses regards rencontrèrent les miens, de voir qu'il avait l'air gêné et fit exprès de s'arrêter et de venir à moi comme un homme qui veut montrer que vous ne le surprenez nullement en train de se livrer à une occupation qu'il eût préféré laisser secrète. L'homme en question n'est autre évidemment que le baron de Charlus, que le narrateur ne manquera pas de suivre jusqu'en certains endroits de pure débauche. Bonjour Antoine Debec. Bonjour. Ce Paris proustien que nous avons essayé de recomposer dans la mosaïque infinie de la recherche du temps perdu est celui d'un Paris nocturne en grande partie. Il y a beaucoup de nuits parisiennes dans cette œuvre. Il faut dire peut-être que le Paris de la Belle Époque se vit d'abord la nuit. Oui, le Paris de la Belle Époque, le Paris 1900, je le nomme dans le livre la nuit absolue. Je pense que c'est sûrement le moment de l'apogée de la nuit à Paris, au sens où ces nuits sont innombrables. Il y a celle de Proust que la recherche décrit avec ces mots tellement recherchés, tellement profonds, tellement artificiels aussi. Oui. Et puis il y a la nuit, et à l'intérieur même de la recherche, il y a toutes les nuits, puisque voilà, on descend dans les tréfonds. On descend dans les tréfonds. Oui. On va faire la tournée des Grands-Ducs. On va visiter les Bouges. Ensuite, on se retrouve chez Maxims. On passe au Moulin Rouge. Voilà. On pourrait aligner comme ça de façon, et Proust le fait, de façon innombrable les grands lieux de la nuit. Qu'est-ce qu'on appelle la tournée des Grands-Ducs au sens propre ? La tournée des Grands-Ducs, c'est on ne peut pas appeler ça autrement qu'un tourisme nocturne. Hein.
cette visite au Paris canaille, au Paris des Bouges, au Paris des Apaches, que à la fin du 19e siècle, un certain nombre d'entrepreneurs de la nuit organisent pour que les bourgeois, les bons bourgeois ou les aristocrates qui fréquentent les salons s'encanaillent justement et puissent vibrer, puissent se faire peur comme ça en participant à ce qui est une véritable culture de la nuit, c'est-à-dire le chef des Apaches avec ses gigolettes sortant son couteau. Alors tout est reconstitué d'une certaine manière. Les canailles, entre guillemets, se prêtent au jeu parce que c'est une tournée, un tourisme lucratif qui a été mis en place pour les grands-ducs. Ce sont les grands-ducs russes, hein, bien entendu. La visite du tsar à la fin du 19e siècle a marqué comme ça une sorte d'apogée de ce tourisme de la nuit. Et voilà. Alors ce tourisme de la nuit, il avait commencé bien avant la Belle Époque. Et grâce à vous, nous allons découvrir que Paris a aussi et peut-être même a surtout vécu la nuit. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Paris Canaille avec Juliette Gréco sur Europe 1 et Paris Canaille dont vous parle cet après-midi Franck Ferrand et son invité Antoine Debec, historien et spécialiste du XVIIIe siècle, auteur des Nuits parisiennes XVIIIe, XXIe siècle paru aux éditions du Seuil. Il y a des livres qu'on aurait aimé écrire soi-même et je vous avoue que je suis un petit peu jaloux, Antoine Debec, de ce très bel album que vous venez de faire. C'est une idée magnifique qui était presque évidente et qui en même temps ne l'était pas tant que ça puisqu'on a attendu que vous l'ayez. Vous avez repéré dans l'art, dans toutes les formes d'art et dans les témoignages des différentes époques, vous avez repéré tout ce qui nous donnait des reflets,
du Paris nocturne. Et ce qu'il faut dire, c'est que autrefois, quand je dis autrefois, là, il faut remonter au Moyen-Âge ou à la Renaissance, Paris la nuit n'était pas très fréquentable. Oui, Paris, la nuit en général, de toute façon, était un moment très spécial, un moment évidemment sombre, un moment non éclairé pendant longtemps, un moment diabolique aussi. Hein, on y associait évidemment le malin, les pulsions maléfiques, les pulsions incontrôlées. Et donc, oui, la nuit était un moment qui était suspect, qui était où, de toute façon, les bonnes gens dormaient. Oui. Et donc, voilà, la nuit était un interdit. La nuit, on se retirait chez soi, bien Absolument. entendu, Ouais. puisque les rues étaient très sombres, donc très dangereuses. On évitait bien sûr d'y circuler, sauf à de rares moments qui sont des fêtes, bien entendu. Je pense à la Saint-Jean, je pense avant ça au Carnaval. Là, il y a des espèces de processions nocturnes. Déjà, oui, dès le Moyen-Âge, des processions nocturnes aux flambeaux, comme ça, sont organisées régulièrement. Mais il est sûr que la nuit va vivre de sa plus belle vie à partir du moment où elle va être éclairée, où elle va s'illuminer. Et d'ailleurs, vous commencez, votre album, ces nuits parisiennes, vous nous les faites commencer au XVIIIe siècle, c'est-à-dire à un moment où l'on peut vivre la nuit parce qu'on commence à l'éclairer. Mais qui dit éclairer la nuit, dit aussi danger d'incendie, bien entendu. Vous l'écrivez à Paris et dans les grandes villes, cette méfiance vis-à-vis des mystérieux cortèges nocturnes ou des messes noires associées aux pratiques érotiques, ivrognes ou sataniques débouche sur la peur panique de l'incendie qui peut ravager en quelques minutes des bâtiments, des maisons, des quartiers entiers, de la cave au galetas. La terreur des feux urbains est un trait de la mentalité parisienne que l'historien rencontre jusque plus tard au cours du 19e siècle, nous dites-vous. On a peur du feu, forcément. On a peur du feu, on a peur de cette... les immeubles sont jusque justement aux grandes rénovations et révolutions urbaines haussmanniennes. Les immeubles sont collés les uns contre les autres, bien souvent en bois. Et donc, oui, il y a eu des grands feux qui ont pu ravager des quartiers entiers, comme à Lisbonne, par exemple. L'incendie de l'Hôtel-Dieu en 1772, oui. Peint par Hubert Robert, immortalisé par Hubert Robert. On a l'impression d'une scène romaine, en l'occurrence. Absolument, on a l'impression que la ville entière est en feu. Et c'est une impression qui, évidemment... pas seulement une impression, puisque un quartier entier peut comme ça disparaître en une nuit de flamboiement, de feu. Donc le feu, la lumière est à la fois quelque chose qui fait peur et en même temps quelque chose qui évidemment apporte cet éclairage, apporte une forme de civilisation à la nuit. Et donc celui qui tient ce pouvoir-là, ce qui est à la fois un pouvoir, je dirais, d'éclairer, également évidemment un pouvoir symbolique, de faire voir la nuit, est un homme puissant. Évidemment. On pourrait presque parler là d'un sortilège. J'aime beaucoup cette double page où l'on voit les joueurs de billard sous une immense suspension composée de quinquets avec des plaques réfléchissantes. Toujours ce besoin d'apprivoiser le peu de lumière dont on dispose, bien entendu. Alors, cette lumière, on la retrouve sur les tables des soupers très élégants, ceux de la haute finance, etc. Mais on la retrouve aussi dans les gargotes, bien entendu, à tout niveau. Bien sûr. Là où l'on éclaire à Giorno, c'est pour les grandes fêtes et notamment pour le bal de l'opéra, pas seulement de l'opéra, d'ailleurs, bal de l'opéra, de l'hôtel de ville, bref, les fameux bals du XVIIIe siècle qui illuminent Paris. Absolument, l'illumination nocturne est vraiment un trait du pouvoir, du pouvoir, et évidemment celui qui tient la lumière à Paris, qui d'ailleurs très concrètement dispose les lanternes, définit le nombre de lanternes qu'il faut placer, c'est le sergent de ville, ce sont les autorités parisiennes, mais qui sont mises directement sous la coupe du roi. C'est véritablement le roi de France qui au XVIIIe siècle est le maître de l'éclairage nocturne, et évidemment c'est lui qui va faire la fête, qui va déterminer un petit peu le grand calendrier des fêtes nocturnes. Alors ça c'est en quelque sorte la nuit réglementée par les instances royales. Et puis arrive la Révolution. Et là, c'est l'appropriation de la nuit par de nouvelles couches de la population, il faut bien le dire. On fait la fête nuit et jour. Alors évidemment pas pendant la Terreur, mais après, au moment du Directoire notamment, c'est une espèce de sarabande permanente.
Oui, c'est un carnaval toute l'année. Il y a un phénomène, je dirais, de privatisation de la nuit à partir d'un certain moment. Ces fêtes royales qui accompagnent la chronique monarchique aux naissances, au baptême, aux grands traités, aux victoires du roi. Oui. Ces fêtes royales, tout d'un coup, sont contestées. Et elles sont contestées à la fois parce qu'elles sont violemment contestées théoriquement, je dirais. Elles sont aussi contestées parce que d'autres vont s'approprier la nuit. Et notamment toute une population qui est très mêlée. Hein. On ne peut pas déterminer qui exactement s'approprie et privatise la nuit. Mais en tout cas, il y a clairement un groupe d'entrepreneurs de la nuit qui se met à créer des lieux nocturnes spécifiques qui n'existaient pas auparavant. Par exemple, ce qu'on appelle des Tivoli ou des Vauxhall ou le Colisée à Paris en 1771, qui est ce lieu absolument dévolu à la nuit, au sens où c'est un lieu clos et à la fête, où on peut se promener, où on peut danser, où on peut écouter de la musique, où on peut évidemment regarder l'autre, regarder les femmes. On se promène en sécurité, éclairé, et on s'amuse ensemble. Et donc voilà, il y a toute une série de lieux qui se créent comme ça, dont le cœur va être cet immense et en même temps assez réduit finalement lieu nocturne à la réputation mondiale qui est le Palais Royal. Et bien entendu, le Palais Royal qui est un peu l'épicentre de tout ça. Alors, des cafés qui peuvent parfois aller jusqu'au Bouge, mais des cafés très élégants aussi, pour aller souper au sortir du théâtre, car le grand lieu de la sociabilité parisienne au XIXe siècle, c'est le théâtre, bien entendu, hein, avec tous les grands auteurs romantiques qui font des soirées qui s'étirent jusqu'au milieu de la nuit. C'est l'époque des grands drames de Victor Hugo, d'Alexandre Dumas, etc. Et puis, la naissance de ce qu'on va appeler bientôt le Tout Paris. Absolument, une sorte de rituel, d'étiquette comme ça qui passe en fait de la cour qui entourait le roi ou qui entoure Napoléon, puis le retour des Bourbons, qui tout d'un coup se met à en quelque sorte migrer comme ça vers les grands salons, des grandes salonnières comme Delphine de Girardin par exemple. Et donc voilà cette étiquette extrêmement précise, avec une hiérarchie, avec un rituel très très rigoureux, se met à faire exister une petite société qui sera assez proche finalement de ce que Proust pourra décrire presque un siècle plus tard. Hein. On revient à Proust en quelque sorte. Hein. Et ce qui est frappant lorsqu'on se promène, si je puis dire, dans la recherche, c'est de voir à quel point l'ancienne société aristocratique, dont on aurait pu penser qu'elle était morte avec la Révolution, est toujours là, est toujours en place et continue à tenir le Faubourg Saint-Germain dans les années 1900. Exactement, il y a vraiment une sorte de... C'est aussi une des choses que je voulais montrer dans ce livre, une forme de continuité, de longue durée de la nuit parisienne avec ses traditions. Et la tradition aristocratique du Faubourg Saint-Germain est quelque chose qui anime les nuits, anime de ses activités, de ses relations, de ses rencontres. La nuit, une partie de la nuit parisienne, comme ça, tout au long du 19e siècle, pourquoi pas, jusqu'au rallye du 16e arrondissement encore contemporain. Et alors, évidemment, cette tradition nocturne n'est pas la seule, elle est concurrencée par d'autres lieux. Bientôt, par exemple, la naissance des boulevards, qui va être, là aussi, Proust le raconte, les déambulations sur les boulevards font partie intégrante de l'identité du Paris nocturne, et puis ces autres traditions qui sont celles des cabarets, de la danse, du bal, ou alors encore des bouges, des lieux canailles, des lieux malfamés. On va venir au bal du Moulin Rouge, on va venir au cabaret de la Butte Montmartre dans un instant. On est donc là en 1900, au cœur même de ce que vous appelez la nuit absolue, justement. Et il y a un endroit où l'on peut se rendre aujourd'hui de nuit pour se donner une idée de ce qu'a pu être l'atmosphère de la mondanité parisienne nocturne du temps de Robert de Montesquieu et de Marcel Proust. C'est la colonnade du Petit Palais, où ont lieu beaucoup de fêtes. Il y avait l'autre soir la remise des prix Historia. Il y aura dans quelques jours la remise des prix du patrimoine pèlerin. Et il y a là, dans cet endroit, une sorte d'atmosphère. On a l'impression que 1900 s'est figé et qu'on va voir surgir au détour d'une allée la comtesse Greffeuil. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Pour bien préparer la rentrée, Europe 1 vous offre de superbes cadeaux. Aujourd'hui, vous jouez pour un iPad R2, plus un iPad mini, plus un lot de la marque mythique Tans avec 2 cartables ou 2 sacs à dos et 2 trousses. Retrouvez-les sur tans.fr. Valeur de ce lot exceptionnel, près de 1 000 €. Pour tenter votre chance et peut-être gagner tous ces cadeaux, envoyez le code CHANCE par SMS au 7 39 21, 65 centimes plus coût du SMS, ou appelez le 39 21, 50 centimes la minute. Il faut 3 messages pour jouer. Bonne chance. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Nous parlons cet après-midi de la vie parisienne délirante et agitée avec vous, Franck Ferrand, et avec votre invité, Antoine Debec, historien et spécialiste du XVIIIe siècle, auteur des Nuits parisiennes, 18e, 21e siècle, paru aux éditions du Seuil. Antoine Debec qui nous montre à travers énormément de tableaux, de gravures, mais aussi d'affiches, de photographies pour la période la plus récente, à quel point Paris a vécu la nuit. Paris est une ville nocturne à vos yeux, Antoine Debec ? Elle a été même la capitale mondiale de la nuit. Je pense que c'était... On a envie de dire c'est bien fini, hein, ça reviendra peut-être après tout. C'était la réputation de Paris qui est en quelque sorte passée de cette capitale politique, hein, qu'elle a été capitale intellectuelle, qu'elle a été sous les Lumières et qu'elle a été au moment des révolutions, à cette réputation comme ça de capitale nocturne qui accueille un tourisme international et qui l'organise en un véritable système. Alors c'est évidemment peut-être la limite, hein, de la nuit parisienne. Elle est à la fois festive, on s'y amuse, je pense absolument nulle part ailleurs. On va trouver l'attractivité qu'elle peut déployer, on va trouver les brassages qu'elle peut proposer, hein. C'est quelque chose d'absolument étonnant, le nombre de personnes, les centaines de milliers de personnes, de Parisiens qui vivent la nuit et qui vivent pour la nuit. Et en même temps, c'est vrai que c'est aussi un système organisé comme un commerce, hein, voilà, c'est un lieu qui rapporte, c'est un lieu qui est extrêmement hiérarchisé, c'est-à-dire que une gigolette, une pierreuse, une prostituée a son rôle, a sa place, elle est d'une certaine manière sublimée par l'art, par les hommes qui en même temps la prennent et qui vont la laisser gigolette et pierreuse et prostituée toute sa vie. Cette nuit parisienne, et nous en parlions l'autre jour à propos des maisons closes, c'est peut-être d'abord la nuit du plaisir, si je puis dire. On parle de cet afflux phénoménal de prostituées à Paris au moment de l'exposition universelle de 1900 par exemple. Absolument, il y a plusieurs dizaines de milliers de prostituées à Paris, voire centaines de milliers, hein. Il y a certains moments comme ça où la concentration... C'est un peu Babylone. Absolument. La comparaison avec la Babylone moderne est quelque chose qui revient sans cesse dans les articles, dans les textes sur la nuit. Il s'agit vraiment d'un lieu à la fois de plaisir, un lieu de révélation comme ça, tel que Proust a pu le décrire, et en même temps un lieu de débauche, de perdition, où voilà, la jeunesse se perd et se tue finalement, hein. Il y a quelque chose comme ça dans la nuit parisienne, hein. Elle est volontiers hantée par la mort, par la maladie, par la mélancolie, en même temps que par le plaisir. On entendait la gaieté parisienne d'Offenbach. Il y a évidemment de très nombreux non-parisiens, si je puis dire, des gens étrangers à la ville, qui viennent s'amuser et qui viennent spécialement. Des étrangers qui arrivent du monde entier et beaucoup de provinciaux aussi. On monte à la capitale pour vivre la vie parisienne, c'est-à-dire qu'on va aller au cabaret, au théâtre et dans des endroits moins fréquents. C'est vrai que Paris, en tout cas à la Belle Époque, est ce haut lieu comme ça qui attire, qui brille. Avec tous les cabarets, avec le music hall qui va naître peu à peu. Avec une gamme infinie et d'une diversité phénoménale de plaisirs et de spectacles proposés. C'est cela sans doute qui fait le sel et la caractéristique, hein, l'identité de la nuit parisienne. C'est à la fois, je dirais que au brassage des couches sociales, au brassage de la population, correspond à une multiplicité quasi kaléidoscopique comme ça des activités possibles de la nuit et des spectacles de la nuit. Avec le crime également, hein, qui s'installe, parce que on ne peut pas multiplier comme ça les lieux de rendez-vous nocturnes sans que certains essaient d'en profiter.
le crime qui s'installe et le crime qui devient un élément de la nuit, un élément, je dirais, à la fois quasiment attractif, artistique, oui. absolument artistique, parce que le cinéma va s'en emparer, parce que le feuilleton, la grande presse ne cesse de faire monter cette qui est à la fois une peur et évidemment une obsession de voir, de comprendre, et finalement une sorte de plaisir d'avoir peur. C'est quelque chose qui est véritablement caractéristique de l'esprit Belle Époque, ce frisson. Voilà, la nuit propose un frisson canaille à des centaines de milliers de personnes. Avant la Première Guerre mondiale, ce frisson, il faut aller le chercher plutôt vers la butte Montmartre. Après la Première Guerre mondiale, ça descend du côté de Montparnasse. Que s'est-il passé? Pourquoi cette migration? C'est une migration qui correspond à une véritable révolution de la nuit, une révolution aussi qui est, je dirais, d'ordre sociologique ou démographique tout simplement. Un Paris change avec la Grande Guerre et le nombre de personnes qui s'amusent aussi. Et on passe de cet amusement généralisé qui a concerné comme ça des centaines de milliers de personnes, ce brassage phénoménal, à une nuit qui est beaucoup plus sélective, entre guillemets, élitiste, une nuit artiste, une nuit intellectuelle. Voilà. Et ce sont les artistes, ce sont les intellectuels, les écrivains français ou étrangers qui fabriquent Montparnasse. C'est l'époque du bal des petits lits blancs, du bal des 4 arts, etc., où on se déguise, où l'on crée des décors. Il y a une volonté de création. Il faut dire que on a tellement souffert pendant la Grande Guerre qu'il y a une libération là dans tous les domaines. Les femmes deviennent les fameuses garçonnes à ce moment-là. Une libération des mœurs, oui, une sorte de, je dirais, plus encore d'expérimentation sur jusqu'où on peut aller, dans la liberté, dans l'expérience même, je dirais, à la fois sexuelle et aussi artiste, aussi évidemment la présence des drogues, la présence de tout ce qui peut stimuler en quelque sorte l'amusement et le divertissement. Avec la mise en scène du nu. Qu'on avait plus ou moins, je dis bien plus ou moins caché jusque-là. On allait effectivement voir les belles gambettes des danseuses du Moulin Rouge, mais enfin bon, ça restait des gambettes. Là, d'un seul coup, c'est le nu à tous les étages. Si oui, il y a ça. On a bien montré, Théodore Zeldin, qui est cet historien anglais de Paris, a bien montré la naissance et le développement des striptease entre les années 20 et les années 30. Et puis il y a cette liberté dans les mœurs qui permet justement aussi une liberté des corps, une liberté des apparences comme ça, qui fait que à la fois les femmes peuvent se couper les cheveux, s'habiller en garçonne et en même temps apparaître nues au milieu des spectacles ou dans les cafés, dans les cabarets. Ce n'est plus quelque chose qui choque, ou alors si ça choque le bourgeois, mais ça amuse au contraire l'artiste, ça amuse l'intellectuel, ça amuse l'écrivain qui trouve justement ses muses, comme Kiki de Montparnasse par exemple. Alors justement, il y a beaucoup de tableaux, il faut insister sur la beauté de l'iconographie de cet album, Antoine Debec, mais les textes, je le précise, sont passionnants, vos analyses et toutes les citations d'auteurs, car il y a énormément d'écrivains de la nuit, il faut le dire, et ils vont peut-être s'exprimer encore davantage au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est amusant, c'est qu'on n'a pas du tout la même réaction qu'au lendemain de la Première. C'est plus les années folles du tout. On a plutôt tendance à aller s'enterrer dans les caveaux de jazz à Saint-Germain-des-Prés. Absolument. La Seconde Guerre mondiale, d'une certaine manière, a poussé si loin l'exploitation, notamment sexuelle, de Paris, et évidemment une sorte très directement de bordel pour l'armée allemande qui est devenue la nuit parisienne, qu'il y a une réaction qu'on peut comprendre dans le contexte de la libération, et une des lois importantes de 1946, c'est l'interdiction des bordels, et qui est une loi, je dirais, qui brise quelque chose dans l'esprit festif et dans la nuit parisienne. Alors, c'est absolument certain. Cet esprit festif, il reviendra sur le tard, si je puis dire, au tournant des années 70, 80, avec les grandes boîtes gays. Ça, c'est le Paris gay, c'est pas le gay Paris des Allemands, Non. Mais c'est le Palace, c'est le Queen, etc. Oui, on peut dire que d'une certaine manière, ce moment comme ça de la fin des années 70 avec notamment autour du Palace, le Palace de Fabrice Hébert, est sans doute
le dernier grand moment de la nuit parisienne parce qu'il arrive à faire la synthèse de tout ce qu'a pu être l'amusement nocturne, le divertissement nocturne, la folie nocturne de Paris dans son histoire. C'est vraiment ce lieu par son côté gigantesque, par les croisements qu'il opère, par le spectacle permanent comme ça qu'il propose, par ce mélange comme ça des populations, des cultures. C'est ce lieu qui recueille vraiment la quintessence de la nuit parisienne et qui l'a fait aussi disparaître d'une certaine façon. Et justement, vous trouvez qu'on s'amuse encore beaucoup à Paris la nuit Eh bien, depuis que le palace est fermé, depuis que toute une série de noctambules sont morts de façon brutale, comme Alain Pacadis. Oui, ça c'est le phénomène SIDA, bien comme sûr. Pascal Augier, comme bon nombre comme ça de noctambules. Il est sûr que il y a une sorte de slogan qui s'est imposé: Paris la nuit c'est fini. Alors c'est à la fois quelque chose qu'on a toujours dit, il faut bien dire, dès la Révolution française, on a dit Paris la nuit c'est fini. Et en même temps, je dirais que sociologiquement, il y a quelque chose qui a tellement changé dans le Paris des années 90-2000 que faire du bruit la nuit à Paris, s'amuser la nuit à Paris est devenu quelque chose qui est vraiment en grande partie proscrit. Et le nombre de fermetures administratives comme ça de lieux nocturnes parisiens a été tel en tout cas que une bonne partie, je dirais, de la topographie nocturne parisienne, la topographie festive a disparu, corps et biens. Hélas. Les nuits parisiennes, 18e, 21e siècle, c'est un très bel album d'Antoine Debec, publié au Seuil. Et dans un instant, vous répondrez, Franck Ferrand, à la question de Sébastien sur l'origine de la petite souris. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Avec la question de Sébastien, comment est née cette fameuse petite souris ? Ah, mais à l'origine de cette petite souris, il y a un conte, figurez-vous, un conte français du XVIIe siècle de la baronne Aulnoy qui s'appelle La bonne petite souris. Quelle est l'histoire de ce livre ? Eh bien, un méchant roi règne sur un royaume et pour venir en aide à la reine, une fée va se transformer en souris. C'est pratique, quand on est souris, on peut se faufiler partout. Alors elle va se cacher, cette petite souris, sous l'oreiller du roi et elle va lui faire tomber toutes ses dents pendant son sommeil. Alors évidemment, on a une mutation, si je puis dire, des dents vers les pièces. Ça viendrait d'ailleurs d'un conte anglais, un conte de Lee Hogo qui date de 1949, qui s'appelle La Fée des Dents, The Tooth Fairy. C'est là qu'on aurait inventé, alors là vraiment, la petite souris qui vient mettre une pièce à la place de la dent tombée sous l'oreiller de l'enfant. Le choix de la souris comme animal correspond à une croyance bien plus ancienne. Lorsqu'un animal mange une dent de lait, la dent permanente prend les caractéristiques de l'animal en raison de l'excellente dentition des rongeurs. Des parents donnaient parfois des dents de lait de leurs enfants aux souris. On croyait que le fait que la souris mange la dent ferait que les enfants auraient des dents aussi saines et aussi fortes que celles des souris. On retrouve une croyance du même genre aux Philippines. Quand un enfant perd une dent de lait aux Philippines, il la jette au-dessus du toit de sa maison, et une souris vient à ce moment-là donner à l'enfant une dent plus solide que celle perdue. Alors, dans quel pays est-ce qu'on voit cette petite souris ? Dans son pays d'origine, bien entendu, puisque en France et d'une façon générale dans le monde francophone, cette tradition est très respectée. On a exporté cette tradition dans certains pays hispanophones comme l'Espagne, l'Argentine, le Venezuela, le Mexique. Dans les pays anglo-saxons, germaniques, le personnage de la fée des dents aura plutôt tendance à se substituer à la souris. Et il faut signaler un cas particulier, c'est l'Italie, où Topino, petite souris, et fée des dents, c'est-à-dire Fatina, cohabitent. C'est-à-dire que quand un enfant perd une dent de lait, eh bien, il y a à la fois la petite souris et la fée des dents qui viennent lui offrir des bonbons, des piécettes et toutes sortes de petits cadeaux. Eh bien, chère Carole, je crois que le moment est venu de nous quitter. Nous nous retrouvons demain. Merci beaucoup. Merci Franck Ferrand. À demain, 14h, pour une nouvelle